Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre échange avec Mickaël Paranos. En effet, si jamais vous arrivez sur ce podcast Football à Gogie pour la première fois, à moins que vous soyez vraiment intéressé par une expérience d'analyse vidéo en région parisienne, je vous oriente plutôt sur l'épisode présent où j'ai pu partir à la rencontre du parcours de Mickaël, que ce soit ses débuts d'éducateur pour devenir actuellement entraîneur. Si jamais vous arrivez également pour la première fois sur ce podcast, je peux vous mentionner généralement en description de l'épisode, je mets un petit minuteur avec les sujets que nous abordons et à quel moment de l'épisode nous les commençons. Ce que je peux vous signaler également, c'est que si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les podcasts, ce que je peux vous recommander, c'est de le faire ou de les écouter surtout en étant en train de faire une autre activité. Courir, être au volant de sa voiture dans le trafic ou pas, que ce soit en région parisienne, en France, au Canada ou dans tous les pays francophones de notre planète. Et la dernière chose que je peux mentionner, c'est surtout de prendre le temps de remercier Mickaël qui a accepté de jouer le jeu et de le remercier pour avoir généreusement partagé une partie de son expérience. J'espère que cette écoute pourra être inspirante comme ça a pu être le cas pour moi. Mon titre de champion de France. Oui, pour le trouvage de bonnes opportunités professionnelles. Oui, c'est un titre qu'on peut te remettre. Oui, pour la façon dont tu vas trouver une aventure au PFC, une aventure au BMSF, dans le plus beau des calmes. Donc c'est bon, là, tu m'entends bien. Bah là, ça a l'air de... En plus, ce qui est bien, j'ai mis à fond. Ok, Et en plus, il n'y a pas les coupures comme l'autre fois, donc... d'accord. Il n'y avait pas au début, hein. C'est après. Hein. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Mais bon, si on arrive à tenir en 30-40. En 1 heure. 1 heure, oui, mais après, je sais pas si ça va tenir. Mais oui, on y va. Ouais, Allez. ouais. Donc tu me poses ta question, du coup, c'est ça? Non, il n'y a pas de question, tu te débrouilles. Ah, d'accord. Là, ça enregistre, hein, tu te débrouilles. T'imagines, je mets ça dans le podcast. Parce que moi, je t'avoue, je sais plus où on était. Non, bah de toute façon, en fait, de ce que je me souviens, je sais même pas comment professionnellement je vais faire la transition. Je sais pas. Je suis là depuis 20 minutes. Ah non, mais attends, il était question qu'on parle d'analyse vidéo. Hein. Bah oui, c'est ça là. D'accord. C'est là où j'en viens. Et en fait, oh, j'ai trop mangé déjà. J'ai mal au ventre. Et 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 tu abordais notamment lorsque sur la dernière question, tu abordais le fait que sur différentes expériences, tu mentionnais le fait qu'il fallait garder le public, notamment le public senior, dans une certaine routine, dans une certaine essayer de ne pas trop de le déstabiliser. Brusquer. Ouais, exactement, dans le mettre dans une, bah surtout, je pense, instaurer un climat de confiance avec de certaines habitudes, une routine. Ma question, ce serait à quelle expérience fais-tu référence par rapport à, on va dire, cette observation un peu empirique que tu as pu intégrer? Ouais, effectivement, après, observation, c'est un grand mot, c'est plutôt déjà des échanges avec d'autres entraîneurs qui, de façon unanime, mettaient en avant la nécessité justement de créer certaines routines, certaines habitudes auprès du public. Alors là, on parle de seniors, mais peut-être que chez les jeunes, c'est pareil. L'idée étant de limiter au maximum toute déstabilisation ou toute possibilité que le joueur se brusque en compétition. Donc, effectivement, voilà, des petites routines à l'approche de la compétition. Et c'est vrai que mon expérience au BMSF m'a frappé dans le sens où là-bas, c'est effectivement une multitude de routines mises en place, notamment sur le jour de match, bien entendu, qui font que voilà, il n'y a aucune incertitude. L'échauffement est le même, la causerie a grosso modo la même forme. Ce sont toujours les mêmes interlocuteurs qui prennent la parole. Voilà, il y a un temps pour tout. C'est millimétré, chronométré à la seconde près. C'est vrai que dans ce cadre-là, enfin du moins dans cette expérience, j'avais vraiment l'impression d'être spectateur
je dirais, d'un travail proche du professionnel. C'était vraiment millimétré. Alors, plus peut-être à domicile qu'à l'extérieur, parce que tu sais que voilà, bon, après à l'extérieur, on a certains paramètres sur lesquels on n'a pas la main. Je pense par exemple au vestiaire. J'ai le souvenir, moi, de clubs qui nous recevaient dans des tout petits vestiaires ou des vestiaires qui n'étaient pas très propres. Donc, du coup, c'est vrai que à domicile, en tout cas, voilà, c'était vraiment au millimètre près, à la seconde près. Et je pense que ça concourait justement à ce que les joueurs ne soient pas déstabilisés, soient le plus concentrés possible sur ce qu'ils avaient à faire et ne perdent pas forcément d'énergie, d'attention sur l'avant. Tu vois. C'est marrant parce que c'est quelque chose qui m'étonne parce que tu m'entends, hein? Ouais. Ouais. Je le partage un peu, mais en même temps, avec le temps, par rapport aux différents groupes que j'avais entraînés, moi je m'étais fait la réflexion que parfois c'était bien justement d'arriver parfois à mettre les joueurs un petit peu en alerte. Mais bon, c'est peut-être une erreur de ma part, hein, mais j'avais remarqué notamment parfois quand je mettais les joueurs en alerte, il pouvait arriver que l'entrée, justement le début de match ou la concentration pouvait être différente. Tu sais, s'il y avait effectivement, il faut laisser une grosse routine, mais que sur peut-être une petite un petit échauffement sur une petite variante qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou un jeu d'échauffement, quoi, où on apporte quelque chose de nouveau, avec vraiment une petite correction nouvelle ou un point qui change. J'avais l'impression justement que Je pense que là-dessus, il n'y a pas de vérité. Ouais. Ouais, exactement. Il y a réellement pas de vérité. Après, il faut possiblement aussi faire la distinction entre public jeune et public senior. C'est vrai que moi, je partais dans un premier temps plutôt dans ton optique à toi. C'est-à-dire que à l'approche d'un match en jeu, à l'approche d'un match peut-être un peu plus facile, l'idée de tenir en alerte les joueurs avec une petite modification, que ce soit sur le contenu d'échauffement, sur le contenu de la causerie ou autre, moi j'en étais pour le coup plutôt partisan. Après, peut-être que sur le groupe senior, c'est différent. Et peut-être qu'il y a aussi une question de niveau. Plus on se rapproche du haut niveau, et plus le joueur, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, plus le joueur est en demande, attend justement du staff qu'il y ait cette petite routine, cette certitude en fin de compte, à l'approche de l'instant T, pour que voilà, il ait ce cadre, ce canevas pour pouvoir vraiment se concentrer sur ce qu'il a à faire. Ouais, vraiment la notion de maîtrise, la notion de savoir exactement où on veut aller. Mais d'ailleurs, on remet les choses dans leur contexte. Je vais le faire, mais je vais t'inviter aussi à le faire. Donc, tu es entraîneur, et puis t'es éducateur, tu deviens entraîneur, tu passes des diplômes fédéraux. Tu es amené dans ta recherche de toujours vouloir te former et puis apporter des petites touches supplémentaires à ton bagage technique, tactique, à passer des formations pour faire analyse vidéo. Donc c'est là où tu arrives notamment au BMSF dans une très belle expérience. Est-ce que tu peux justement, moi parce que je m'en souviens pas très bien, me rappeler surtout comment tu entres en contact avec le club, comment se passe la première séance, les premières séances, quel est ton rôle et quel est le rôle qu'on te propose et quelles sont les missions qui vont être attribuées, qui vont être attribuées. Ouais. Alors au départ, j'entre au BMSF parce qu'il faut que je valide. Donc je passe à cette époque-là, je passe un diplôme universitaire d'analyste vidéo. Il faut donc Là, c'est à distance, là. Je sais plus, c'est ça, là. Non, c'est en présentiel, c'est à l'université. D'accord, ok. L'université de Lille qui propose toujours un diplôme universitaire avec, je crois qu'il y avait 6 semaines dans l'année. Et donc, tu avais une mise en stage de je sais plus combien d'heures à réaliser au sein d'une structure. Ouais. Voilà. Excuse-moi, tu fais ça sur un an, c'est ça? Et tu as 6 semaines à réaliser sur l'année.
C'est ça, D'accord. exactement. Et puis, Je crois que c'est 6 ou 7 semaines, je sais plus, un peu comme le BEF. Et du coup, à l'université, tous les jours, de 8h à 17h, des cours pendant une semaine. théoriques. Ouais, c'est ça. D'accord. Des cours théoriques sur l'analyse vidéo, mais tout sport confondu. Donc je me rappelle que moi, sur ma promo, il y Ouais, avait n'hésite pas à à rentrer la dans fois les des. détails, ouais. C'est vrai que je Ouais, m'en ouais. souviens plus trop. Je vois que tu me lances là-dessus. Donc, sur ma promo, il y avait effectivement, donc évidemment des foot, il y avait des rugbymen, il y avait deux personnes qui étaient dans le roller. Il y avait un arbitre. Donc voilà, une multitude de stagiaires, d'étudiants. D'accord, ouais. Et du coup, le principe, c'est qu'effectivement, sur l'année, donc il y a une première base théorique et derrière donc un examen avec présentation d'un sujet, enfin d'une thématique, avec à l'appui montage vidéo, dessin, etc. Donc une soutenance en fin d'année et donc en parallèle, je sais plus combien d'heures de stage à réaliser. Et du coup, je me mets à la quête je me mets à la recherche d'une structure pouvant m'accueillir. Au début, je suis en contact avec la JAD qui, à l'époque, était en CFA. Le courant passe plutôt bien avec Malik Ebar, et puis pour diverses raisons, ça a fini par. Enfin, ça ne se fait pas. Et Là, je du me coup, permets de te couper là, Mick. ouais, Toujours Jeanne d'Arc de Drancy, en Seine-Saint-Denis. oui, J'essaie de. tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Mhm. Ouais, Jeanne d'Arc de Drancy, donc sur le groupe CFA. Mhm. Euh, J'y vais au culot sur une séance un soir. J'aborde Malik Ebar avant qu'il aille avant qu'il aille se changer. Et je sais pas, le courant passe super bien. Il y a Yannick Flock qui débarque son adjoint après. En fin de compte, les planètes étaient presque toutes alignées, puisque du coup, c'est lui, donc c'est l'adjoint qui faisait des montages. Il utilisait iMovie, il se prenait la tête à faire des coupages de séquences. Donc quand je lui explique qu'en en plus du stage, j'ai le logiciel vidéo en ma possession pendant un an, je peux lui faire gagner du temps. Bon, tout de suite, on s'entend sur pas mal de choses. Et entre-temps, il y a le parcours de la coupe. Il y a donc la JNA qui se qualifie en 32e de finale, et puis le coach qui a deux, trois petits soucis. Donc du coup, ça se, ça se fait pas. Et du coup, je fais jouer mon petit réseau, entre guillemets, puisque je contacte Stéphane Morbello, qui est un ancien CTD du 93 et directeur du service des sports de Blanc-Ménil. Et donc, je lui explique, voilà, je cherche un stage et que bah, tu sais que dans le 93, il n'y a pas 50 millions de structures qui puissent répondre aux critères de la formation. Donc, quand je te Il dis faut un national, certain au niveau, niveau, c'est ça. Mhm. voilà, c'est ça, voilà, il fallait un certain niveau, national, D'accord. national 2, national 3, R1 ça passait, puisque du coup, le BNSF était en R1 à l'époque. Euh, et du coup, bah, je passe en espèce d'entretien, je vais là-bas, et puis on discute avec le coach Alain Boma. Et puis là, pareil, le courant passe plutôt bien. Ça consiste en quoi cet J'arrive. entretien un peu? Ça dure quoi? Une demi-heure, trois quarts d'heure? C'est pour t'expliquer tes missions? Tu sens Non, non, du tout, c'est pour tu sens que c'est fait? discuter. C'est intéressé déjà Oui, ouais, D'accord. ouais, Ok. ouais, ouais, c'est plutôt, en fin de compte, ma proposition elle est plutôt en adéquation avec le besoin du club et du coach. Parce qu'en fin de compte, le coach m'explique qu'il il est en, comment dirais-je, en développement de la structure. Je sais plus depuis combien de temps il était au club, mais c'était un club qui, structurellement parlant, était pas très très bien avancé. Et donc, l'arrivée d'une personne en stage sur de la vidéo venait compléter le développement du staff. Puisque du coup, entre-temps, il y a eu donc un entraîneur de gardien, un staff médical composé d'un kiné et d'un ostéo. Bon voilà, je te passe les détails, mais Mhm. pour le coup, ça tombait bien. Et puis, Et ils ont pas d'analyse vidéo. non. Et du coup, on D'accord. s'entend tout de suite sur le fait de filmer les rencontres, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Euh, et donc, je lui montre un petit peu les fonctionnalités du logiciel et ce que je peux être amené à apporter. Donc, on s'entend. Ça s'est fait de façon évolutive, puisqu'au départ, le principe, c'est déjà de filmer la rencontre, de leur filer le match au staff. Donc, le staff était composé donc d'Alain Mboma.
il y avait Karim Chebi, l'adjoint. Il m'en manque un. Non, ils étaient que tous les deux au départ. Ils étaient tous les deux, et du coup, l'idée, c'était à la fin de chaque rencontre de leur transmettre le match. Et puis, à travers le logiciel, voilà, à travers le logiciel, séquencer quelques séquences, séquencer quelques morceaux de match. C'est ce qui t'est demandé là, à ce dessus. moment-là. Voilà, exactement, et revenir éventuellement dessus sur les rencontres. Mais c'est-à-dire, il t'envoie un mail et puis il te dit j'aimerais bien que tu coupes cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, et puis tu fais un montage et c'est tout. Au départ, c'est exactement ça. D'accord. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'y insérais les buts, les actions, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et ton initiative personnelle, à sa demande? Ouais, un peu des deux. D'accord. Un peu des deux. Bon, lui, là, on voit très bien que c'est un entraîneur qui a évolué au plus haut niveau. Il a quand même plutôt tendance à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Le principe, c'était effectivement de montrer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas pour justement les corriger. Et donc, l'équipe s'entraînait lundi, mercredi, vendredi. Donc, sur la séance du lundi, juste après la séance, parce que du coup, j'étais éducateur dans un autre club. Donc, je finissais ma séance et j'allais à Blanc-Ménil après leur séance pour justement faire un petit retour sur la rencontre. Et en gros, ce qui a été, ce qui n'a pas été, quoi. En gros. Est-ce que, Mick, si je peux me permettre de te couper, excuse-moi, justement dans les premières séances, là, on peut voir dans la première séance, on reviendra là à cette partie-là, mais j'ai peur d'oublier après. Ouais. Comment toi t'es présenté au groupe et est-ce que tu as le droit de rentrer dans le vestiaire au début? Est-ce que t'es présenté aux joueurs? Est-ce que t'es présenté comme l'analyse vidéo? Est-ce que comment se passe cette introduction? Et puis est-ce que tu fais partie du staff? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu prends part à la présentation des séances d'entraînement ou je sais pas comment se passe ton intégration petit à petit? Ouais, c'est très intéressant de ta part que tu puisses mettre le doigt dessus parce que pour le coup c'est quelque chose qui s'est fait de façon. Moi, ça m'a pas mal surpris qu'on puisse m'ouvrir les portes autant. On parle quand même d'un groupe qui évolue en R1, qui joue la montée à l'époque. Et puis moi, je suis un petit stagiaire, quoi. Je sais même pas si j'ai le. Bon, j'ai le brevet d'État, mais je suis un petit stagiaire qui vient passer un stage en analyse vidéo. Donc en fait, l'entretien se fait un lundi avant l'entraînement. Donc on discute, je lui montre en gros ce que je peux apporter, ce que voilà. T'as préparé quelque chose à ce moment-là? Oui, ouais. Là, je suis venu avec un montage. Je suis venu avec un montage, avec le logiciel, avec mon ordi. Ouais. Un montage sur quoi? Un montage sur une équipe pro? Un montage sur... un montage sur le Real Madrid. J'ai fait un montage, moi, avant, bon bref. Et puis du coup, je montrais... Puis j'avais le logiciel aussi en main. Donc du coup, je lui montrais... alors, C'était pas Longomax, le logiciel, là. Non, c'est Dartfish. Et en fait, c'est là où tu vois que tu as affaire à un monsieur ultra compétent, parce qu'en fin de compte, le logiciel, il le connaissait déjà, il avait déjà bossé avec dans de précédentes expériences. Donc du coup, j'ai aussi de la chance d'arriver au sein d'un staff composé d'un entraîneur qui sait de quoi on parle, quoi, et qui a un attrait particulier pour la vidéo. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a pas mal facilité la tâche. Là, je fais un comparatif en fin de compte, puisque du coup, par la suite, au départ, l'expérience est censée durer 6 mois. Je commence en février, on doit finir ça en juin. Et puis, on discute pas mal avec Alain, et on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a une volonté mutuelle de prolonger l'expérience. Donc on prolonge l'expérience une première année, puis une deuxième année en fin de compte. Donc l'expérience était censée durer 6 mois, ça a duré 2 ans et demi. Du coup, d'ailleurs, j'en garde d'excellents souvenirs. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en évoluant après en National 3, je croise au sein d'autres clubs, d'autres analystes vidéo. C'est vrai que tu sais, avant, après, et puis pendant la mi-temps, on discute un peu les uns avec les autres. Et puis moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans les autres structures, l'analyste est un prestataire de service, en gros. Tu sais, il était dans le staff, mais il était prestataire, quoi. Il y avait une certaine frontière. Alors qu'avec, en tout cas moi, me concernant avec Alain, c'était pas du tout ça. J'avais vraiment l'impression d'être intégré au staff, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être adjoint.
D'ailleurs, je sais pas si je mettrais ça sur mon CV, mais j'ai vraiment l'impression d'être adjoint. Donc je reviens sur l'épisode présentation. Ouais, très intéressant. Ouais. Mhm. Et du coup, on finit notre discussion. Il me présente d'abord au staff. Et puis il me dit, bah, écoute, on va te présenter aux joueurs. Et donc, là, on va au vestiaire. Et Le puis, jour même. bonsoir, messieurs. Le jour même, bonsoir, messieurs. Voilà, Mickaël. Bah, écoutez, il va se présenter. Ça va être plus simple. Bon, bonjour, messieurs. Voilà, je m'appelle Mickaël. Je suis en stage. Je vais vous accompagner sur la vidéo. Et là, j'ai la connerie de dire, si vous voulez des montages, n'hésitez pas à faire appel à moi. T'imagines bien que les mecs évoluent en R1 qui ont envie de jouer plus haut étaient évidemment intéressés pour, pour avoir des montages vidéo. Donc là, j'ai fait une première connerie, mais bon. C'est incroyable, là. C'est Là, j'ai une tendu la perche que perche. tu as tendue, là. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'ai eu le droit à 2-3 montages à chaque fin de saison, essentiellement pour des joueurs offensifs, tu sais, qui Des veulent aller ailiers. taper un peu plus haut. Ouais, effectivement, ouais, essentiellement des ailiers, un milieu axial aussi, j'ai eu. Ouais, Bon, bref. j'imagine. Et du coup, voilà, si tu veux, cette expérience de 2 ans et demi, elle s'est faite en plusieurs morceaux. Donc, tu as les 6 mois où le coach a un stagiaire, donc son niveau d'exigence, c'est quand même plus faible. Puisqu'il sait il fait face à un stagiaire, tu vois ce que je veux dire. Donc, il attendait pas énormément de choses de moi, si ce n'est filmer la rencontre et puis revenir, mettre le doigt sur des petites choses, que ça soit positif ou négatif. Ouais, tu sens, tu sens. Je me suis permis de te poser cette question parce que je trouve qu'intégrer un nouveau membre dans un effectif, dans une équipe technique, c'est pas forcément évident. D'autant plus au mois de février, d'autant Ouais. plus à la rigueur, c'est un domaine qui n'était pas encore occupé, c'est un poste qui n'était pas encore occupé dans Mm. une partie qu'on considère de plus en plus importante. Mais la Mm. manière dont il le fait le jour même, c'est quand même assez surprenant et c'est une grosse marque de confiance et il n'y a pas de temps à perdre quoi. T'es vite dans le bateau finalement. Bon, j'ai pas le fin mot de l'histoire non plus, mais Hmm. est-ce que Stéphane Morbello, qui me connaissait un petit peu, n'était pas Oui, passé par là aussi pour justement lui montrer, enfin, la comment dirais-je, démarche ouais, est voilà, jouer, légitime. jouer en ma faveur. Peut-être Ouais. que quand je te dis que j'avais le sentiment que c'était fait, c'est Ouais. effectivement l'image, enfin, c'est l'impression que ça m'a donné lors des échanges, quoi. D'accord. Donc, effectivement, voilà, ça s'est relativement très très bien passé. Donc, rapidement, je crois qu'on finit dans les 5 premiers du championnat. Il y avait donc la fameuse réglementation de la Fédé qui allait se mettre en place. Et du coup, on monte en National 3. On est invaincu. Tous les matchs que je filme, en fin de compte, on les gagne. Je suis pas en train de te dire qu'il y a un lien, hein, mais c'est parce que les joueurs, finalement, après, m'ont vanné à la fin de la saison en mettant en avant le fait que les rencontres étaient filmées. Donc peut-être que les mecs ne trichaient pas ou quoi que ce, mais du coup, on finit Bah par monter. tu Et dis donc, ça, mais j'ai même entendu, pour avoir entendu un reportage je me souviens plus c'était qui. Je crois que c'était un reportage de Peter Luxin ou Stéphane Dalma, je sais plus, parisien, qui faisait ça à l'ancienne et qui disait mm, notamment que, tu sais, maintenant la plupart des matchs sont filmés, mais que mm, lorsque les joueurs savaient que sur Canal+, c'était le match du dimanche soir ou le match, les fameux deux matchs retransmis, notamment à la télé, il y avait comment dire, une prédisposition à certains joueurs mm, à avoir une implication un mm. peu différente déjà à l'époque, parce que tu vas être Bon, exposé. je peux le dire maintenant il y a prescription, mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que le Ah, gars qui savait pertinemment qui était passé à côté de son match le samedi et qui savait pertinemment qu'il allait avoir un retour vidéo lundi, il bizarrement, il avait disparaissait. rendez-vous chez le médecin. Voilà. Il avait rendez-vous chez le médecin où il avait une blessure. Bon, bref, Ah, c'est petit aparté. intéressant ça. Non mais c'est très intéressant. Et Hmm. du coup, voilà, cette première expérience de 6 mois où voilà, on met un petit peu en avant les, voilà, les points améliorés, les points positifs. Et puis, donc la fin de saison, voilà, on s'accorde avec le coach pour prolonger l'aventure. Entre-temps,
un président un investisseur plutôt qui vient rejoindre le club. Donc du coup, qui dit investisseur dit forcément des moyens supplémentaires. Donc on renforce l'équipe en conséquence. Et puis du coup, j'ai là vraiment l'impression, d'ailleurs, non, pas sur cette première expérience, c'est sur la deuxième. Sur la première, je loupe la prépa. Évidemment, donc les vestiaires me sont ouverts. J'assiste aux séances d'entraînement, mais voilà, en tant qu'observateur, il n'y a aucun souci. Et du coup, plus sur la deuxième saison, le coach, quand je te dis que le coach a évolué au plus haut niveau, c'est quelqu'un qui est plus dans l'observation, dans la prise de recul. Et du coup, c'est Karim qui prenait plutôt pas tout le temps, mais c'est Karim qui était amené à prendre souvent les séances. Et lui, du coup, prenait du recul. T'imagines bien que, tu me connais un petit peu, t'imagines bien que moi, je venais le marquer individuellement, je me calais à côté de lui, bing, 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 je lui posais 2-3 questions, et puis t'arrives avec plein d'a priori, tu fais quelques recherches, tu apprends que le coach a une image, un certain charisme, une image, tu sais, de coach fermé, défensif, etc. Mais alors pas du tout. Moi, en même temps, j'étais beaucoup dans le questionnement, et puis je lui disais, voilà, si ça te pose un problème, t'hésites pas. Il me dit non, moi, au contraire, hein. Plus il y a de questions, plus aussi je me remets en question, etc. Du coup, des fois, quand je voyais que c'était Karim qui prenait la séance, je prenais un main plaisir, c'était un kiff. Du coup, je me mettais à côté du coach, sans trop le gêner, parce qu'il était comme dans l'observation, hein. Faut pas déconner non plus, mais du coup, je me mettais à côté de lui, puis on discutait, voilà. Puis on posait des questions, lui me posait des questions. Tiens, qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce qui te frappe? Regarde tel joueur, etc. Et puis du coup, c'est vrai que ça devenait... Là, tu sors du cadre analyse vidéo, en réalité. Là, c'est deux personnes qui discutent football, quoi. Dont un qui a connu de multiples montées et qui a obtenu des résultats extraordinaires dans différents clubs. Donc, tu t'écoutes, quoi. Évidemment, t'écoutes. Et du coup, cette première réelle saison, menée de bout en bout, du coup, c'est vrai que j'ai eu l'impression que mon rôle a évolué avec plus de confiance. Et du coup, vas-y. En gros, c'est comme ça que je le prenais. Vas-y, tiens, rentre chez toi, fais le montage, regarde, observe, et fais-moi un retour. Et puis moi, après, j'avise. Tu vois, j'apporte des corrections s'il y a besoin. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc la première saison, avec peut-être aussi plus de statistiques. Il n'y avait pas énormément de statistiques sur les 6 premiers mois, donc en même temps j'ai changé de logiciel aussi entre temps. Mais du coup avec le logiciel SportsCode, il y avait un peu plus de chiffres. Donc là on avait les possessions, on avait un peu comme les fins de match, quoi. Qu'est-ce que permet ce logiciel par rapport à l'autre d'avant? On avait un rapport statistique un peu plus poussé. Du coup, on est plus sur la stat que sur l'image. Sur l'image, le dessin. On était plus sur de la statistique. Donc, du coup, on arrivait à sortir les principaux chiffres, hein, donc les occasions créées, coups de pied arrêtés, les frappes cadrées. Qu'est-ce qu'on avait? On avait les zones dangereuses aussi. Donc, je traçais mon terrain en 3 zones, et du coup, dans les deux sens d'ailleurs, donc offensivement et défensivement. Donc on voyait là où on était un peu plus en difficulté, ou à l'inverse, là on avait été un peu plus dangereux. Donc ça permettait aussi de remettre les choses dans leur contexte, et puis de travailler peut-être, je dis une bêtise, hein, mais si on avait été moins prolifique et productif sur le côté gauche, peut-être mettre l'accent sur des combinaisons côté gauche, sur les séances qu'elle allait suivre, tu vois. Ou à l'inverse, si défensivement on avait été en difficulté dans l'axe, peut-être une petite piqûre de rappel sur le comportement et les attitudes à attendre des joueurs défensifs, notamment les joueurs axiaux quand le ballon arrivait dans la zone, quoi. Mais justement, sur la première saison dans laquelle, justement, quand tu relances un nouveau projet avec eux sur la deuxième saison, tu sembles me dire que tu te sens vite intégré, tu prends vite part à la vie de groupe, etc. Et comment se passe cette intégration pour la nouvelle saison? Et puis, quels sont un peu toi, qu'est-ce que tu te fixes, toi, personnellement, avec cette marge de manœuvre qu'on te laisse comme objectif par rapport à ta mission? Et quelles sont les premières difficultés auxquelles tu fais face par rapport à ton rôle
à ce nouveau rôle justement pour cette nouvelle année là? Bah, l'ambition, c'est un peu comme tous les compétiteurs, j'ai envie de te dire. Et puis, compte tenu aussi du fait que l'équipe s'était vue renforcée, le principe, c'était, même si ça n'avait pas été, même si ça n'avait pas été acté comme tel par le staff et par les dirigeants, on était tous à minimum ambitieux, on voulait effectivement monter. Moi, mon objectif principal, enfin ma ligne directrice, c'était d'essayer de fournir à la fois au staff et aux joueurs, donc aux joueurs avec un S, donc les différents joueurs, un maximum de billes pour justement essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles. Puisqu'on n'avait pas, nous, d'éléments sur l'équipe adverse, je mettais le paquet sur nos équipes, enfin sur nos joueurs à nous. Et c'est quoi ces billes Donc ça passe. justement? Ouais. Bah, les billes, typiquement sur par exemple les joueurs offensifs, ou à l'inverse peut-être plutôt les joueurs défensifs qui étaient en difficulté sur du positionnement de corps, sur des 1 contre 1, sur, euh, sur du retour, par exemple, du retour à l'opposé. Enfin, je te dis des exemples pardon, comme ça qui me viennent à l'esprit. Le prendre à part, ou sur la séance, tu vois, pendant la séance, le mettre à côté de lui en disant: tiens, t'as vu, sur le match dernier, comment tu t'es senti, si tu veux, tiens, j'ai le montage, enfin, j'ai les séquences. Attends, Je comment faisais ça les se passe? séquences aussi. Excuse-moi, Mickaël, mais comment ça se passe? C'est-à-dire que il y a le match le dimanche. Ah non, ça doit être le Samedi. samedi, exact. Il y a le match le Ouais. samedi, tu rentres chez toi le dimanche, tu fais, si je me Non, je souviens rentre bien. chez moi le samedi. Ouais, et tu rentres Le chez toi le match, samedi, excuse-moi. le match a lieu le samedi à 18h. Donc en gros, je rentre chez moi vers 21h, 22h. Dans la foulée, quand je rentre, je monte le match. Déjà. D'accord, donc la montage du Je, match. Ouais. je le séquence. Ok. Je le séquence, ce qui fait qu'aux alentours de minuit, j'ai un match séquencé, de D'accord, bout en bout. ça te Et prend bien une bonne heure là, une bonne heure et demie minimum. Ouais. je dirais même plus au début. Là aujourd'hui, oui, effectivement. Enfin aujourd'hui. Sur la fin de mon expérience, oui, on tendait vers l'heure et demie parce que le match fait 1h30, donc le temps de le séquencer, j'imagine bien qu'il faut un peu plus. Mais au début, oui, ça me prenait un peu plus de temps. Et en fait, durant le séquençage, il y avait des choses Qu'est-ce qui que me tu ressors? frapperaient. Sur quoi tu te sens? Vas-y, collectivement, sur quoi tu te concentres quand tu fais ton séquençage? Ça m'intéresse à ce moment-là. Ouais. Et après, on va parler un peu Le des point de départ, c'est individualités. le point de départ, c'est le projet de jeu. Le plan de départ, c'est l'animation et l'organisation. C'est-à-dire, on a un coach qui insistait sur certains principes défensivement et offensivement. Moi, je partais de ça. Si derrière c'était pas top, je savais qu'au moment de séquencer, j'avais aussi quelques piqûres de rappel moi pendant le match. C'est-à-dire que pendant que je filmais, j'essayais de sortir. C'est très difficile à faire au début. Enfin, c'est d'ailleurs toujours difficile, mais j'y arrive un petit peu de mieux en mieux. C'est-à-dire que je filmais moi la rencontre, j'essayais de prendre du recul et en même temps observer. Tu vois, j'étais pas focus forcément sur le caméscope. Au début, c'était compliqué de sortir de là. Et en fait, pendant la rencontre, je me rendais compte de certaines choses. Le coach insistait beaucoup sur la compacité d'un bloc et un bloc positionné entre médian et haut. Voilà, il aimait quand même qu'on défende en avançant et qu'on resserre un maximum les espaces entre les lignes et qu'on soit plutôt bien positionné, quoi, qu'il y ait de l'espace. Qu'il y ait de l'espace dans le dos du bloc, dans le dos de nos défenseurs. Et il insistait beaucoup sur la montée du bloc. Et en fait, on s'apercevait qu'on avait un bloc, certes compact, mais qui perdait en compacité au moment où on faisait remonter le bloc. Donc on avait des défenseurs, en gros, je te la fais courte, des défenseurs qui traînaient un petit peu. Et les défenseurs qui traînaient laissaient de l'espace entre les lignes. Et du coup, on avait des adversaires qui tendaient à s'engouffrer dans les espaces entre les lignes pour justement nous mettre en difficulté. Et du coup, le retour vidéo d'un point de vue défensif portait essentiellement sur la compacité du bloc. Quand ça allait, on le mettait en avant. Quand ça allait pas, on le mettait aussi en avant. Voilà. Ça, c'est pour le collectif. Après, pour l'individuel, je pense qu'on est tous minima compétents pour observer certaines rencontres, enfin certaines prestations individuelles. Et après, c'est vrai que plus on avançait dans l'expérience, et plus je me permettais aussi quelques petites remarques. Donc, après, la plupart des gens avaient nos âges. Hein. Donc, c'est vrai que le courant est plus facile. Enfin, ça passe mieux. Que ce soit moi qui dise un arrière-gauche, bon, bah, t'as pris un petit pont ou t'es passé à côté de ton match, que
que si c'est le coach, tu vois. Donc du coup, il y avait l'idée aussi de venir vers le joueur pour essayer de lui apporter quelques retours. Et il y avait aussi des joueurs qui étaient en demande et qui venaient du coup vers moi pour tiens, qu'est-ce que tu as pensé de ça, qu'est-ce que tu as pensé de ci, est-ce que tu peux me ressortir le match, est-ce que tu peux. Le coach avait insisté sur le fait que c'était au joueur d'être en demande. Il n'était pas question que ce soit moi fournisse le, qui fournisse le montage ou le match à un joueur sans qu'il me l'ait demandé. En fait, il voulait en même temps filtrer, il voulait en même temps savoir qui était en demande. Ça, c'est intéressant. Ouais, il voulait pas qu'on arrive, à tout transmettre et puis, comment dirais-je, tu vois que ça tombe du ciel, quoi. Non, Oui, et puis de que toute le joueur façon, soit en demande. si tu transmets un savoir à un joueur qui ne le veut pas, et qui n'est C'est pas ça. prêt à le recevoir, il n'y a pas de grande chance qu'il soit Puis ça lui prêt à le permettait, recevoir. voilà, c'est ça. Ça lui permettait aussi de savoir et d'observer qui était effectivement en demande. Euh, Après, la principale difficulté, c'est justement l'abus qui pouvait être fait de la vidéo. C'est-à-dire que Ouais, le bien gars sûr. qui voulait, qui voulait évoluer un peu plus haut, dès lors qu'il avait mis un retourné ou qu'il avait mis un coup franc direct, euh, il avait tendance à me demander le match. Bon, sauf que c'est pas pour les entre guillemets pour les bonnes raisons. Bien sûr. Et Après, toi, voilà, dis-moi. au fur et à mesure de l'expérience, c'est vrai qu'on tendait plus vers de l'observation que de la mise en lumière. Tu vois, on était plus dans l'optique, putain, t'as vu là, on a été en difficulté dans le dos, putain, il faut qu'on corrige ça. Plutôt que le gars qui venait en disant, ah, Mika, t'as vu, j'ai eu un coup franc. D'accord. Et par rapport à ce que je t'ai coupé juste avant, Mm. toi, tu prenais l'initiative, par exemple, de faire quelques montages individuels, par exemple, peut-être le Non, dimanche, et t'arrivais non. le lundi, tu sais, c'était pour mettre en contexte par rapport à comment ça se passe, Ah oui. comment tu prends Mm. l'initiative de faire un montage individuel, et puis après, tu as abordé le fait qu'après, tu arrives sur le terrain, et j'aimerais bien comment ça se passe là, entre le moment où tu prépares ça de ta propre initiative, et puis comment ça se passe après, comment tu présentes ça aux joueurs, et puis comment ça se fait, à quel Alors, moment. bon, déjà, donc, pour reprendre un petit peu le fil du schmilblick, donc le samedi soir, le match était séquencé. Dimanche, en me réveillant, je commençais à bosser sur le match. Donc j'assemblais mes petites séquences, mon petit retour vidéo, je faisais un retour au coach. Ce qui fait que je présentais sur la deuxième année le lundi soir avant la séance d'entraînement, et non plus après. Donc avant la séance, ça permettait de remettre les pendules à l'heure et les joueurs attaquaient la semaine de travail avec ce qu'on s'était dit. C'est-à-dire qu'il y avait 3 séances à compter de mon retour vidéo pour tenter d'améliorer ou tenter d'appuyer sur ce qui allait pour justement se mettre dans les meilleures conditions le samedi. Moi, je me contentais et je me cantonnais à de l'observation collective. Le lundi, il n'y avait que du collectif. Si toutefois un joueur voulait quelque chose d'individuel, ça ne pouvait se faire qu'après le lundi, donc sur la séance du mercredi ou éventuellement le vendredi. Ou alors un truc, un échange informel par mail le mardi ou le jeudi. Ce que moi je te disais, c'était que sur la séance du lundi, moi de moi-même, bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ta rencontre? Tac. Là, il y avait un petit échange informel, direct avec le joueur. C'est à Et si l'échauffement. derrière C'est non, oui, enfin, au moment d'aller sur le terrain, quoi. Parce que d'accord. t'imagines bien que sur la séance d'une heure et demie, il y a quelques petits trous, il y a quelques petites Bien sûr, fenêtres de tir possibles pour bien sûr. pouvoir aborder le Parce que joueur. c'est la fin de la séance de récup et C'est ça, éventuellement et toi t'arrives c'est quoi ça. avec une tablette, avec ton ordinateur sur le terrain? Non, j'arrive moi avec mes 2 petites jambes. J'ai mon ordi sur le sac, c'est-à-dire dans le D'accord. sac, c'est-à-dire Ok. que je peux, si tu veux, effectivement, je peux appuyer mon commentaire par de la vidéo. Mais D'accord, je le d'accord. fais pas si le joueur me l'a pas demandé. Voilà. Après, voilà, c'était essentiellement les échanges que j'avais avec le joueur. Mais généralement, ça venait plus la deuxième saison, la dernière saison, si tu veux, plus la dernière saison. C'était les joueurs qui étaient en demande, quoi. Ils venaient naturellement vers moi en disant, tiens, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, moi j'ai trouvé qu'on avait ci, qu'on avait ça. En fait, le temps d'échange, c'est peut-être le petit bémol que j'apporterais sur l'expérience et sur la vidéo, la façon dont ça s'est passé au BMSF. Le lundi soir, en gros, c'était en quelque sorte un cours théorique. C'est-à-dire qu'on venait, les joueurs venaient dans le vestiaire, je faisais ma petite projection en vidéo, voilà ce qui a été, voilà ce qui n'a pas été.
évidemment, c'était validé par le coach. Donc, ce que je disais, Avant. on était proche. Oui, on était proche de la vérité. Enfin, je projetais pas un truc que le coach n'avait pas vu. Évidemment. Donc, c'était à minima validé quand même par le coach. Donc, moi, déjà, j'abordais le retour vidéo de façon. Comment dirais-je, certaine, quoi, assurée, quoi. Est-ce que je peux te couper à ce moment-là? Est-ce que je peux te couper là, Mickaël? Ouais. Vas-y, comment ça se passe? Le lundi, les joueurs ont rendez-vous à quelle heure? Ils ont rendez-vous dans le vestiaire. Comment ça se passe? Le coach introduit le match. Vas-y, je vais aller jusqu'au bout de ma question. Comment ça se passe, le contexte? Les joueurs arrivent, j'ose espérer qu'ils arrivent tous à l'heure, mais bon, c'est pas le plus important, même si ça l'est. C'est quoi? L'entraîneur assistant prend la parole, l'entraîneur principal prend la parole, c'est toi qui prends la parole en premier. Lorsque toi tu prends la parole, tu as combien de temps? Que 10, 15 minutes? Qu'est-ce que tu présentes? Comment ça se présente? Tu viens avec ton ordinateur, tu projettes quelque chose? Est-ce que c'est des chiffres? Est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il y a de la vidéo? Sur quoi tu insistes? Est-ce que tu as un plan que tu suis à chaque fois, ou il y a des choses que tu changes? Tu vois un peu où je veux en venir? Ouais, très bien. Donc, pour répondre à ta question, le montage vidéo, le retour vidéo était inséré sur la séance. Donc, la séance démarrait à 20h terrain, donc le montage vidéo démarrait à 20h. Moi, je projetais donc mon retour vidéo sur le mur, donc j'avais un vidéoprojecteur. On faisait ça dans un vestiaire autre que le vestiaire dans lequel se trouvaient le joueur et le staff. Donc moi, je venais aux alentours de 19h30, je faisais ma petite installation, j'en profitais toujours pour arriver un petit peu avant, je faisais mon install était terminé, ça me laissait 10-15 minutes pour en discuter avec le coach. Et du coup, 20h, les joueurs donc, se déplacent de leur vestiaire dans lequel ils étaient, dans le vestiaire montage vidéo. 20h, le retour démarre. Le coach prend la parole, voilà, on laisse parler Mickaël, je pars sur il parle de quoi, le coach, à ce moment-là? Il fait un retour sur le match? Non, c'est très court. Très bref. D'accord. D'ailleurs, plus ça avançait, plus c'est moi qui introduisait. Qui démarrait. Voilà, qui démarrait d'emblée. L'idée, c'était d'abord, déjà dans un premier temps, me laisser la parole, faire le retour, et après, c'est là le bémol, tu vois, que j'apporterai, petite interaction avec les joueurs, mais surtout intervention derrière du staff, donc du coach et de l'adjoint, pour étayer, compléter les propos, les vidéos, etc. Moi, je m'efforçais de ne pas faire un montage de plus de 10 minutes. Donc, généralement, ça tourne entre 8 et 9, grand maxi, pour pas que ça soit trop lourd. Les différentes étapes étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y avait un retour statistique. Il y avait ensuite... C'est-à-dire nombre de tirs, nombre de centres, le nombre de ballons perdus, le nombre de duels. Exactement, le nombre de pertes, le nombre de récup, la possession, donc qu'elle soit positive ou négative. J'ai arrêté après parce que je pouvais plus avec le logiciel, mais je faisais les possessions dans le camp de l'adversaire. Donc le nombre de tirs, donc le nombre d'occasions, le nombre de tirs non cadrés, enfin cadrés surtout. Du coup, t'avais le nombre de tirs non cadrés. Qu'est-ce que je t'ai oublié là? Les pertes, les récup, je te l'ai dit. Et du coup, on avait les zones dangereuses. C'est-à-dire qu'on avait le terrain qui était divisé en deux. Il y avait une moitié de terrain pour nous avec 3 flèches, donc 3 zones longitudinales. Et puis on montrait que sur tel match, par exemple, on avait été plus dangereux dans l'axe et peut-être plus en difficulté à gauche. Voilà. Que te dire, voilà. Statistiquement, voilà ce qu'on avait comme. D'accord. Et après, donc, t'enchaînes sur une autre partie, c'est ça? Ouais. J'enchaînais typiquement ce qui va pas. Ce qui va pas d'un point de vue def dans un premier temps et d'un point de vue off ensuite. Et puis voilà. D'accord. Tu lances le montage. Est-ce que tu fais des arrêts dans ton montage? Ou non, tu laisses pas? Ouais. C'est là où, après, je manquais de temps, donc je pouvais pas faire. C'est un montage vidéo qui nécessitait l'intervention verbale, orale. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le coach m'avait fait la remarque, il aimait bien envoyer le montage vidéo au président puis autour de lui, et c'est vrai que les personnes qui n'avaient pas vu le match passaient à côté de comment dirais-je. Mais c'est le but, c'est parce que toi tu veux présenter quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, ils passaient à côté d'une partie du retour parce qu'ils n'avaient pas accès
à mon explication Bien verbale. sûr, oui. Mais après, je manquais de temps, donc je pouvais pas faire des dessins un peu partout, etc. Donc j'accompagnais donc le montage vidéo. Donc effectivement, comme tu le dis, des fois il y avait des arrêts sur image avec un retour. Parfois, quand j'avais le temps, il y avait des dessins. La plupart du temps, ce que je faisais, c'est que je m'amusais à mettre au ralenti certaines séquences pour justement montrer et que les mecs euh, prennent bien le temps d'observer ce qui pouvait aller ou ce qui ne pouvait pas aller. Généralement, le ralenti, t'imagines bien, c'était sur ce qui n'allait pas aller. À la fois le positionnement du corps, je sais pas moi, le retour qui n'avait pas été fait. Ouais, Des fois, on voyait des choses sur les attitudes aussi. Tu vois, on voyait des choses sur les attitudes excuse-moi. qui te trompent pas, quoi. Le mec qui a pas eu la passe et qui lève la main en l'air, le banc en l'air, ça tu peux pas. Comme je sais plus qui disait ça, il y a une expression qui dit que une image vaut 1000 mots. C'est sûr que voilà, il y avait aussi des choses qu'on avait tendance à pointer du doigt, généralement en négative, à la fois sur les attitudes, etc. Donc là, on est sur 10-12 minutes grand maxi. Et puis derrière, voilà, à vous de jouer. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a des interactions, oui. Plus on avançait, plus on avait. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas beaucoup. Et puis finalement, ça a créé une émulation sur la deuxième saison et puis sur la dernière. Et qu'est-ce que tu te souviens, là, c'est justement, quelles sont les choses sur lesquelles toi t'insistes, quelles sont les choses qu'est-ce que tu te souviens qui est redondant, et quelles sont les choses qui, pour les joueurs qui insistent à leur tour, quelles sont les questions enfin, d'où viennent surtout les principales interactions? Moi, j'ai le souvenir de pas mal d'échanges sur justement la remontée du bloc qui se faisait tardivement de la part des défenseurs, mais en même temps qui avaient un certain âge ou revenaient de blessure, donc du coup, ils avaient besoin aussi de se rassurer avec une position plutôt basse sur le terrain, au détriment du coup des espaces entre les lignes. Ça pose effectivement un souci, puis ça envoie aussi un mauvais message à l'adversaire en disant bon, nous on a besoin on a besoin d'avoir confiance, donc du coup on tarde à remonter. Ça je me rappelle. Je me rappelle également d'un bon nombre de situations de transition off mal négociées parce que le porteur n'a pas vu ou parce que l'autre s'est pas bien déplacé. Et là par contre, ce qui était intéressant et en fait plus on avançait, plus il y avait d'interaction. On avait dans le d'ailleurs il est toujours Victor Mendy, qui est un ancien professionnel, qui du coup lui aimait bien, au fur et à mesure, un peu plus sur la fin, prenait la parole à l'aide du montage vidéo, intervenait justement pour c'est là que tu vois que le gars il a joué au niveau, quoi. Il faisait des remarques sur le déplacement, sur l'observation du porteur, est-ce qu'il avait la tête à un tel endroit. Il voyait des trucs qu'on voyait pas forcément de suite. Et du coup, effectivement, un peu plus d'interaction. Après, les souvenirs que j'ai sont essentiellement sur ces deux principes-là. Et justement, ouais, je veux enchaîner sur des petits trucs là par rapport à. T'as parlé pas mal d'expertise de Alain Mboma, t'as parlé de l'expertise de ce joueur, de Victor Mendy. Justement, là, ce qui m'intéresse un peu maintenant qu'on est dans mon esprit, là, j'essaie de me visualiser justement ce vestiaire, là où il y a la présentation qui est faite. Dans cette ambiance de vestiaire dans laquelle tu intègres à ce niveau-là, quelles sont les observations que toi tu as réussi à intégrer sur une expérience finalement qui a été assez longue? Donc tu as pu sûrement même, il y a peut-être des choses que tu as intégrées inconsciemment, puis d'autres plus consciemment. Quelles sont toi les choses que il y a eu des résultats très bons, des résultats moins bons avec ce groupe-là, et puis de toute façon je pense que tu l'as dit, le groupe tendait vers la performance la meilleure, et puis bon, parfois, même si on essaie de tout mettre en œuvre, ça se passe pas tout le temps de la manière la plus parfaite, mais c'est la compétition, c'est le jeu. Néanmoins, quels sont toi les apprentissages que tu as faits à ce niveau-là qui te permettent de dire, ok, si on veut tendre vers un niveau de performance, que ce soit par l'analyse vidéo et puis par tout ce qui est autour, hein, là vraiment je fais appel à l'expérience que tu as vécue. Quelles sont les choses que tu as intégrées
maintenant, avec l'apprentissage, tu te dis, ok, si je veux que mon groupe tende vers la meilleure performance possible, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? J'ai combien de temps là pour répondre? Bah, tu me connais, Mick, hein, t'as tout ton temps, hein, ça dépend de toi. Déjà, moi, ce qui me frappe, enfin, ce qui m'a frappé, Ah, et j'aime ce quand qui tu commences effectivement, une phrase par ce qui m'a frappé. Ouais, ça. ouais, ce qui m'a frappé, ouais. Et puis, bon, là, typiquement, si je comprends si je comprends bien ta question, demain, j'entraîne une Nationale 3. Il y a beaucoup, il y a pas mal de choses que je piquerai à Alain. La première, c'est, j'en parlais tout à l'heure, c'est la structuration. C'est-à-dire qu'on a un staff élargi entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui s'occupe des gardiens de but, on a quelqu'un qui s'occupe de l'animation de séance et de la conception des séances, on a quelqu'un qui chapeaute, pilote tout ça, le maître à bord, c'était le coach Alain, on a un staff médical composé d'un kiné et d'un ostéopathe, aucun joueur, euh, tous les joueurs étaient fortement incités à passer par ces deux personnes. Si le joueur avait son propre kiné, il était invité à fournir les résultats, comment dirais-je, tu sais, oui, les résultats Le au suivi kiné ostéo. médical. Ouais. Voilà, le suivi exactement. Mhm. Ce qui fait que le coach avait quand même un œil sur l'évolution, à la fois des blessures, à la fois des petites bobologies, des grosses blessures. Bon voilà, je te la fais. Donc du coup, d'un point de vue structurel, on s'apparente à quelque chose d'assez professionnel, mine de rien. Si à cela tu ajoutes le fait qu'il y avait aussi de la vidéo, donc la possibilité de ressortir des rencontres, ou enfin voilà, de détenir en boîte des prestations, c'est vrai que si demain j'encadre à un niveau même inférieur, j'essaie vraiment de m'inspirer au maximum de ce genre de choses. C'est d'un point de vue structurel. Après, d'un point de vue, je dirais managérial, chacun son espace. Le staff a son vestiaire, les joueurs ont leur vestiaire. Le staff n'entre pas dans le vestiaire des joueurs. D'ailleurs, il y a des joueurs qui serrent la main au staff, enfin qui viennent dire bonjour au staff au moment du montage vidéo, voire même des fois au moment de commencer la séance. C'est pour te montrer qu'en fin de compte, il n'y a pas forcément d'interaction, d'échange avant 20h, si tu veux. En gros, chacun son espace, quoi. Et ça, je trouve ça très. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je fais désormais. Bon, tu sais que quand on était un peu plus. Par le passé, quand on était chez les jeunes, j'avais tendance, moi, à vouloir partager absolument l'espace avec les joueurs, et je me rends compte que. Empiètement. Ouais, il est peut-être préférable que chacun ait son espace. Je ne te bouffe pas ton espace, chacun a son espace. Par contre, effectivement, ça n'empêche pas les interactions, c'est-à-dire que le joueur. Je crois que le coach était là à 19h. Je crois qu'il était là à 19h dans son vestiaire. C'est-à-dire que la porte était ouverte. Quel que soit le joueur, s'il a quelque chose, quoi qu'est-ce, il venait voir le coach, il n'y avait pas de souci. Ça n'empêchait pas les interactions, les échanges. Mais chacun avait son espace. Ça, c'est quelque chose qui me semble désormais essentiel. Ouais, voilà. Évident et essentiel pour le groupe. Ça peut s'accompagner derrière comment dirais-je, d'une répartition des rôles. C'est-à-dire un peu comme Julie le faisait à Monaco, c'est le gars, il met l'ambiance, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Sur la dernière saison, on avait donc Woundé, qui était l'ancien capitaine et l'ancien joueur de l'équipe, qui du coup avait pris sa retraite, et jouait ce rôle d'intermédiaire. Donc c'est lui qui était chargé, par exemple, des amendes. Donc il y avait une liste, enfin il y avait une, comment dirais-je, oui, il y avait une liste dressée d'amendes, de sanctions en face comment dirais-je, des actes punissables, quoi, entre guillemets, c'est-à-dire les retards, les absences, voilà. Et du coup, c'est lui qui faisait cet intermédiaire. Ouais, les joueurs sont au courant que voilà, si tu fais ça, voilà, tu dois payer ça. Si tu fais ça, et tu payes A, c'est-à-dire que tu payes à Woundé. C'est-à-dire que tu venais. C'est les joueurs qui gèrent ça entre eux. Exactement. Donc une répartition aussi des rôles. Chacun effectivement a un rôle à jouer dans le vestiaire. Donc ça pouvait être. J'avais pas beaucoup. Moi j'allais au vestiaire pour saluer les gens. Voilà. Après j'y restais pas forcément. J'essayais aussi de garder comment dirais-je, cette petite distance aussi en quelque sorte.
Donc j'ai pas le souvenir qu'il y ait forcément quelqu'un. C'est un exemple que je te donne. Je te dis pas que le BMSF le faisait. J'ai pas le souvenir qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de la musique, mais en gros c'est ça que je voulais te dire. Chacun son rôle, quoi. Un rapport aussi à la hiérarchie, c'est-à-dire que c'était le ou les plus jeunes qui ramassaient le matos, ou qui, tu vois. Voilà, il y a un vestiaire vivant, il y a des mecs à l'intérieur, et puis il y a un certain nombre de règles, quoi. Il y a des règles institutionnalisées, amenées par le staff en concertation avec les joueurs, et puis il y a des choses, voilà, il y a des choses un peu plus informelles, comme voilà, le jeune ramasse les goûts, bon, bref, voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me semble essentiel, tout en veillant à ce qu'effectivement le groupe vive bien, quoi. Donc ça peut passer par les 2, 3, 4, 5 leaders de vestiaire. Ça, c'est plutôt Woundé qui jouait ce rôle-là, avec le Capi, Demba, où justement il y avait sur la saison, il devait y avoir peut-être tous les trimestres à peu près un moment convivial, quoi, un petit repas de ci, de là, tous ensemble, ou pas d'ailleurs. En gros, qui même me suivent, quoi. Ceux qui veulent venir, vous venez, ceux qui veulent pas, vous restez chez vous. Voilà, essayer de créer quelque chose, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas mal frappé dans ce groupe-là, où finalement c'était pas mal animé de ce point de vue-là. Voilà, après, il y a un certain nombre de règles, un canevas durant la séance, 20 heures terrain, échauffement, celui qui arrive en retard, etc. Et puis derrière, sur le contenu des séances, sur le programme des séances, ça reste quelque chose quand même. C'est une nationale 3, quoi. Donc il y a forcément de la qualité, il y a forcément de la qualité sur ce que proposait le staff. Après, le regret, entre guillemets, parce que ça ne peut pas appeler ça un regret, c'est vrai que sur la dernière saison, j'ai du coup ma compagne a accouché, donc j'ai eu une fille du coup, donc c'est vrai que j'avais un petit peu moins de temps. Donc j'étais un peu moins réactif par rapport à la première saison vécue dans sa totalité. C'est vrai que je suis passé quand même à côté des séances le vendredi d'ordre tactique. Le coach avait accès à un minimum d'informations sur l'adversaire. Donc la séance du vendredi, elle était quand même pas mal orientée prépa-match. D'ailleurs, tu vois, quand on parle de routine tout à l'heure, tous les joueurs du BMSF, le vendredi soir, à 20h45, 21h durant la séance, savaient pertinemment quelle allait être le 16 le lendemain. Puisqu'en fin de compte, quand tu vois, je te parle de routine et de certitude, il y avait zéro surprise. Le 11 qui était aligné, on le connaissait. Le 11 qui allait être aligné, c'est le vendredi soir. En fait, le vendredi soir. Hein. C'est intéressant. C'est les 11 qui travaillaient devant le but, ni plus ni moins. D'accord. Il y avait zéro surprise. Tu vois, donc quand on parle de routine, de nécessité, de justement de ne pas déstabiliser, de ne pas surprendre peut-être, enfin voilà, de rassurer. Attention, ça a des pour et des contre. Hein. On pourrait partir sur un débat de 3 heures, parce que celui qui sait qu'il est dans le 11, peut-être qu'il va en donner moins le vendredi soir. Bon, bref, je te passe les trucs, mais c'est pour te montrer qu'il y avait aussi une certaine routine aussi là-dessus. À une peut-être surprise près de temps en temps, parce que voilà, il y avait peut-être l'indisponibilité, la blessure potentielle et autres, mais on savait pertinemment tous qu'elle allait être le 16 et puis le 11 de départ. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là que je me vois très très bien mettre en place à l'avenir avec un groupe. Et dans ce même contexte-là, son soutien. Peut-être un peu plus difficile comme question, mais est-ce que dans une préoccupation de performance, est-ce qu'il y a des choses à absolument ne pas faire? Ou peut-être des choses avec lesquelles tu es moins sensible, ou peut-être ça a été mis en place, t'es moins persuadé de l'importance ou du côté indispensable. Ouais. Bon, le coach
le coach a une certaine vision donc du foot. Alors quand j'arrive sur la deuxième saison, que je lui parle de périodisation tactique, il me dit vas-y, laisse-moi tranquille avec ton truc. Et mais donc je crois que je te l'ai envoyé le document, tu sais, le document d'une vingtaine de pages là. Oui. Je lui envoie. Oui, C'était Karim. En PDF. C'est pas en français, je suppose. C'était pas en français. Si, c'est en français. Si, okay. Si, c'est une version française. Ouais. Et du coup, quand je te dis laisse-moi tranquille avec ton truc, je te dis pas ça de façon péjorative. C'est-à-dire que le gars, il n'est pas fermé du tout. Il lit le document. Puis il commence à réfléchir, quoi. Puis on discute autour de lui. T'imagines que ce monsieur, il a un sacré réseau, donc du coup, il en échange à droite à gauche. Et puis, il y a un mois ou deux, même pas un mois, on s'est au téléphone. Et puis, il me dit, donc, t'imagines bien qu'il n'est pas de la vieille école, mais donc il y a une préparation, il y a un travail athlétique de façon dissociée qui est réalisé en amont et durant les séances aussi, notamment sur la séance du mercredi. Avec ou d'ailleurs, souvent c'était sans ballon. Et puis après, Karim est arrivé derrière avec l'idée de faire un peu plus de jeu. Mais il y avait pas mal de travail dissocié. Et puis on discute, et puis il me dit tu sais que je me. Donc cette saison, donc là j'y suis plus loin. Donc cette saison, il a moins de blessés que les précédentes saisons, alors qu'il fait plus de jeux. Alors que même le travail athlétique se fait avec ballon. Plus avec ballon que sans, d'ailleurs, essentiellement avec ballon. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que peut-être que c'est aussi pour me mettre en adéquation avec l'évolution des des mentalités des nouvelles générations. C'est-à-dire que peut-être que plus tu travailles avec le ballon, moins tu as l'impression de travailler. Peut-être que le travail dissocié, même si, attention, il faisait pas ça. J'ai oublié de te dire qu'il y avait un prépa physique aussi dans le staff, bien entendu. Évidemment, oui. Évidemment, j'en ai pas parlé. Il était donc prépa physique et puis il était en charge de la réathlétisation. C'est-à-dire qu'en plus, le bonhomme qui s'était blessé gravement ou pas, il passait par un protocole de réathlétisation. D'accord. En National 3 quand même. Je sais pas si ça se fait dans les autres clubs, moi j'ai trouvé ça impressionnant. On a quand même cette fameuse première saison de bout en bout, on a un joueur qui se pète Qu'est-ce qu'il se pète? Il en a pour 9 mois, en gros. Je sais plus ce qu'il se pète. Le gars revient au bout de 8 mois, 7 mois. Le gars, il vient sur toutes les séances. Et il bosse donc avec ce prépa physique en charge de la réathlétisation. Il passe par une opération, il passe par le... Comment il s'appelle le centre là, dans le sud? Tu sais où t'as les pros là? Oui, le nom va pas... Ouais, bon bref, on n'arrivera pas à trouver le nom, mais donc il passe par cette étape-là, Cap-Breton, voilà. Il passe par cette étape-là, et puis du coup, le gars retourne. Bon, je sais pas si ça se fait dans les autres clubs, en tout cas, un gars chargé de la prépa physique, j'imagine que ça existe évidemment, mais en charge de la réathlétisation avec des exercices, etc. Je suis pas certain, mais bon, à part est faite. Du coup, oui, peut-être plus la partie ballon, mais encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il le faisait pas. Peut-être que j'accentue un peu plus, mais en même temps, tu sais comme moi que tout ce qui est travail intégré, c'est plus difficile d'évaluer à la fois la charge de façon individuelle. Donc, donc je suis tenté de te dire peut-être ce point-là. Après, ça joue tellement... La sensibilité de chacun. Ouais, et puis ça joue à pas grand-chose, une saison réussie ou pas. Cette saison-là, si on perd pas sur blessure à une période clé, qui était le mois de mars, nos deux meilleurs éléments, d'ailleurs, je sais plus combien on finit, je crois qu'on finit 5e. Bon, on saura pas. On saura pas. Oui, on saura pas, mais bon, voilà. C'est sûr, on saura pas. Ouais. Mais bon, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Voilà. J'ai bien l'intention d'utiliser comme modèle, quoi. En tout cas, ça, c'est une certitude. Après, peut-être avec ma sensibilité, encore que... ouais, non, là, comme ça, tout de suite, là, tu me prends de court. Mais... Ouais, non, bien sûr, mais on discute, de toute façon. Et justement, peut-être, avant d'aborder les deux dernières questions dont j'ai l'habitude, et peut-être une dernière question que j'avais envie de parler, notamment sur cette rencontre que tu as avec lui. Tu as parlé à 2, 3, 4 reprises d'expertise. À quoi, justement,
comment tu as remarqué cette expertise et puis comment elle se matérialisait sur le terrain? Alors comment se matérialiser? Déjà, je m'en rendais compte, puisque quand on échange avec lui et qu'il voit... bon, on est tenté d'observer, tu sais, le ballon et puis les 2-3 joueurs qu'il y a autour du ballon. Lui, il voyait beaucoup plus loin. Déjà, il était capable de mettre en avant une attitude ou un comportement d'un joueur qui n'était même pas dans mon champ de vision à moi. Donc déjà, c'est que moi, je voyais pas assez large. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est frappant. Un peu à l'image de... Il y a un centre, toi, tu regardes le centreur. Enfin, je dis pas que c'est ce que tu fais, mais typiquement, c'est un exemple que je te donne. Tu regardes le centreur, lui, il regardait la surface, donc potentiellement les joueurs qui allaient recevoir le ballon, également les défenseurs. Enfin, là, il voyait bien plus large. Donc ça, déjà, c'était frappant. Après, c'est quelqu'un qui intervient peu de fois sur la séance, mais de façon efficiente, dans le sens où il met un premier coup de collier pour corriger les attitudes ou pour corriger éventuellement quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas le genre de coach qui crie à tout va, tu vois. Mhm. Donc du coup, peut-être que la remarque, l'observation, elle se fait de façon un peu plus concrète, et peut-être que les joueurs l'entendent mieux que le fait d'aboyer, entre guillemets, quoi, tu vois. Après, comment c'est matérialisé là, c'est un peu difficile comme ça de sortir de... bien sûr. Mais j'ai tellement de souvenirs où en fait, en discutant avec lui, je me dis ah ouais, putain, t'as vu ça toi? Ah ouais. Et en fait, je me revois me faire cette remarque, cette réflexion dans ma tête. T'imagines bien que je répondais ah oui, je suis d'accord, ouais, j'ai vu ça aussi. Mais j'avais rien vu du tout. Tu rigoles quoi? j'avais même pas vu un dixième. Mais c'est plus l'observation, un plan beaucoup plus large quoi. Ça a tout de même quand même clairement changé la façon dont ou du moins pas changé, mais fait clairement évoluer la façon dont tu regardes le foot dorénavant et la manière dont tu entraînes ton équipe, notamment cette saison, j'imagine. Ah bah complètement, je te dirais même que ça m'a porté préjudice, parce qu'en fin de compte, j'ai voulu faire du Alain Mboma. Mais c'était pas adapté au contexte ou à l'environnement. Ouais. Voilà, exactement, c'était pas adapté au contexte et à l'environnement. Lui-même faisait du Alain Mboma de National en National 3, donc déjà il avait eu, parce que pour le coup ça se passait beaucoup mieux quand moi j'y étais, mais par le passé, on en avait discuté, quelques réticences. Donc du coup, oui, ça c'est quelque chose qui m'a porté préjudice. Non, après tu te remets vite en question, puis tu fais autrement, mais il y a une certaine distance avec les joueurs, tu sais, un certain rapport hiérarchique. Il a un charisme qui fait que il y a des joueurs qui le vouvoient quand même. Hein. Ah, c'est le truc qui m'a le plus frappé. Il y a des mecs, il y a des joueurs qui le vouvoient, Thomas. Mm-hmm. Moi, quand j'entends ça, je dis ah ouais, c'est chaud quand même. Putain, bon, ok, on parle d'un coach qui ouais, je pense que c'est il doit être, ouais, bon, je pense qu'il est largement dans le top 3 des coachs de région parisienne dans le monde en termes de notoriété. Oh, notoriété, bah, et puis résultat, tu vas regarder sur sa page Wikipédia, il en a des montées derrière lui. Donc oui, c'est quand même quelqu'un. Après, ouais, c'est vrai que petite anecdote, tu vois, il y a des joueurs qui nous voyaient quand même. Chaudard. Enfin bon, bref. Oui, non, c'est clairement un exemple, un modèle à suivre. Après, voilà, il se fera en fonction aussi de l'environnement et du contexte qui s'imposera à moi. D'accord. Mick, j'en viens à aborder les deux dernières questions que j'ai l'habitude de poser. Alors, je ne sais pas si tu as écouté un podcast récemment pour les connaître ou t'en souvenir. La première, ce serait, et là, pour moi, elle est très importante pour toi parce que je sais que c'est une partie à laquelle tu es extrêmement vigilant. C'est quels sont tes secrets et comment tu t'y prends pour continuer à progresser, à évoluer, à te former en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'analyse vidéo. Quels sont les outils, quelles sont les méthodes que tu mets en place, quels sont les outils que tu utilises ou où est-ce que tu vas chercher tes ressources un peu?
Bon, déjà, c'est quelque chose que je fais beaucoup moins et de façon moins assidue parce que voilà, il y a un contexte perso qui s'impose à moi pour le coup. Mais déjà à travers les réseaux sociaux, Internet, il suffit de suivre des leaders d'opinion, des coachs, des éducateurs, des entraîneurs, des experts entre guillemets qui partagent ou pas d'ailleurs ma sensibilité pour justement se remettre au goût du jour ou se remettre tout simplement en question. Ça passe également par des échanges avec d'autres éducateurs, que ce soit au sein du club dans lequel j'évolue aujourd'hui ou dans d'autres clubs pour Étoile Premier par exemple pour, pour évoluer. Et puis pareil, et puis même chose en dehors des frontières, quoi, entre guillemets, c'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de podcast. Quand Maxime, avec qui tu évolues au Québec, passe quelques temps en France, il y a à peu près, il y a un peu plus d'1 an, et qu'on discute autour d'un café, voilà, je m'imprègne et je prends. Ça passe également par quelques visites sur des séances d'entraînement au Portugal, parce que je suis d'origine portugaise. Ça passe par des ouvrages également en portugais sur des thématiques telles que la périodisation tactique, que je maîtrise pas du tout, que j'aimerais bien maîtriser un de ces quatre. Voilà, de la lecture, bien entendu. Je pense que l'adhésion au magazine Vestiaire, c'est plus qu'indispensable. Voilà, ça passe par de la veille, quoi. De la veille en termes de doc, en termes de sources, en termes d'informations, que ce soit sur Internet ou autre, quoi. Ouais, il y aurait 1 ou 2 livres à recommander? Il y aurait 1 ou 2 personnes à suivre, à recommander, ou avec lesquels tu es plus sensible? Moi, j'aime beaucoup Pierre Sage. Je crois que c'est un entraîneur lyonnais qui se dit expert en méthode globale, avec lequel je partage pas mal de sensibilité, je dirais. Qui est assez neutre en plus dans ses publications, etc. Il se prend pas pour. Ça, j'aime beaucoup le personnage. Là, comme ça, c'est lui qui me vient à l'esprit. Je pense que si j'en vois d'autres, je vais te dire. Mais sur les ouvrages, il y a un bouquin qu'on avait lu tous les deux. Les entraîneurs sont-ils entraînés? Ça, c'est un bouquin qui a changé ma perception du management, de la pédagogie, de la communication, de la connaissance de soi. C'est vrai. Après, Vestiaire Mag, ça c'est tous les mois, c'est incontournable. C'est un régal. Ça, c'est un régal. Quels autres ouvrages? Moi, j'aime beaucoup les bios de coach. Il y a un bouquin sur Wenger, j'ai presque tous les bouquins sur Mourinho, t'imagines bien. Là, comme ça, en termes d'ouvrages, j'avais beaucoup apprécié celui que je t'ai cité. Là, j'en vois pas. C'est déjà pas mal. Il y a quelques bios. Mais je te posais une colle, je me demandais si tu allais nous parler de la méthode MPP, mais c'était comme ça. Ah, mais j'avais parlé tout à l'heure, j'avais parlé plus tôt. Oui, dans l'autre. Oui, MPP, ça a aussi changé ma perception. Ça a eu quand même un certain impact sur notre parcours. Comme l'a eu la méthode Corver. Absolument. Qui se veut un peu quand même son opposé. Donc bon, j'ai envie de te dire. Mais tu vois, ça montre très bien que là, je te mets dans le lot, dans le panier avec moi. Ça montre qu'en réalité, on est capable aussi de se remettre en question. Notre réflexion, j'en parlais hier encore avec Nico, qui est à Villepinte avec moi en joueur et en éduc. Ça montre aussi que notre réflexion, elle est toujours pas aboutie, que ça soit sur notre philosophie, sur notre sensibilité. Là, tu vois, je lui expliqué hier que plus j'avance, c'est un truc tout bête, mais plus j'avance, et plus je me dis qu'il faut que j'évolue avec 2 joueurs de haut, 2 attaquants. On va pas débattre parce que ça va prendre des heures, sinon, et puis on n'a pas le temps, mais c'est dommage. Mais j'ai encore là, aujourd'hui, ma réflexion n'est pas encore terminée. Elle n'est pas encore aboutie. Je pense que je vais pas tarder à y arriver. Mais je me cherche encore d'un point de vue sensibilité, quoi. C'est vrai tu m'aurais pris il y a 4-5 ans, c'est Tiki Taka, Barça, 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, Xavi, Iniesta.
Et puis après, entre-temps, il se passe des choses, et puis t'as Mourinho qui débarque, t'as la réalité aussi du terrain et de la compétition qui s'impose qui s'impose à moi. Et puis, t'as le jeu à la nantaise, voilà, t'as des Coco Ciodo, t'as des dénoués avec Coco Ciodo, le magazine vestiaire de Coco Ciodo. Tu vois, quand tu me parles de référence, celui-là, il est tellement taché, mais genre, maintenant, j'ai récupéré, tu sais, la version gratuite, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, elle est numérisée, donc je l'ai, je m'en fous, je peux la perdre, mais celle-là, elle est sur mon lit, là. Tu vois, actuellement, elle est sur mon lit. Parce que d'ailleurs, je l'avais déjà attaqué. Je l'ai réattaqué pendant le confinement. Je crois que je l'ai lu au moins 3 ou 4 fois son interview, c'est vrai. Moi, j'ai stabiloté, j'ai noté, j'ai le plaisir de se comprendre. Ah là là, c'est l'espace libéré pour un joueur libéré. Enfin bref, on va. Mais bon, c'est vrai que plus j'avance, plus j'affine cette réflexion. Mais tu vois, je suis encore loin je suis encore loin je suis encore loin comment dirais-je, de l'avoir abouti. Mais c'est vrai que plus j'avance, et plus il y a des trucs qui commencent à me titiller, quoi. Tu sais quoi? J'ai eu peur, mais je suis sûr que tu ne connais absolument pas la référence. Mais moi, ça m'a fait rire. J'ai cru que tu allais me parler de la musique d'Orelsan. Pour ceux qui. Je sais que ça va pas du tout te parler. Hein, parce que Ah ouais, non, ça marche pas. c'est plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien. C'est la phrase introductive d'une musique. Non, par contre, D'une musique si. qui est assez connue parmi ses titres. Mais bon, bref, c'est comme tu as placé 3 fois plus j'avance, je dis attends, il va me la sortir. Si lui il me parle d'Orelsan, alors là. Non, c'est vrai que c'est pas trop ma tasse de thé, le Orelsan, mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, puis pour faire écho à ce que je disais avec Nico hier ou avant-hier, je sais plus, quand tu dis je comprends rien, enfin quand Orelsan dit je comprends rien, c'est vrai qu'on a tendance à théoriser tout et n'importe quoi sur le football. Et là, j'ai plus l'expression, j'ai plus la citation de Cruyff, mais jouer au foot, enfin c'est jouer au foot simplement qui est difficile, un truc comme ça, tu vois. Le plus difficile, c'est de jouer simplement. Voilà, c'est ça. Le plus difficile, c'est de jouer simplement. Parce qu'on a tendance à théoriser. Là, j'ai vu un échange sur Twitter sur la recherche du troisième homme. Et putain, ça cite des métaphores et ça part dans tous les sens. La scientification du football, c'est ça que tu veux dire? Exactement, je ne sais pas cette expression, mais c'est la scientifique. Bon, je te laisse le dire. Mais il y a un monsieur qui m'a rabâché ça dans mon esprit, et du coup, maintenant peut-être le jour où il t'écoute et s'il arrive au bout des 2h30 de podcast et qu'il entend ça, il va se reconnaître, monsieur Castagnier. Ah, mais moi, j'en peux plus. Il m'a rabâché ça. Ouais. Ah, mais ça part loin en plus. Donc, je me permets ces petits apartés parce que c'est vrai que plus on avance, il faut pas se perdre non plus dans sa réflexion, mais c'est vrai que plus on avance, et plus on a tendance à tout théoriser, ce qui fait qu'on finit par citer des sources, des auteurs sur des choses qui semblent, pour moi, qui nécessitent pas forcément. Pour faire une passe entre les lignes. Ah, exactement, quoi. Voilà, je pense qu'il faut une passe en retrait, c'est une passe en retrait, quoi. C'est pas une passe qui prend en considération l'ensemble des comptes. Ouais, on arrête. C'est une passe en retrait, point. Enfin bref, voilà, je me permets cet aparté. Mais du coup, sur les ouvrages, je pense que j'ai fait un peu le tour. Après, toute lecture ayant pour titre football, enfin, ayant dans le titre le mot football, est intéressante quoi qu'il arrive. Donc, après, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, moi, à me détacher de la partie football. C'est vrai qu'avec la lecture des premiers auteurs sur la périodisation tactique et des coachs portugais qui parviennent à voir plus loin que la pratique foot, puisque le football c'est une science humaine pour eux, ils ont quand même tendance à citer pas mal de philosophes et à aller voir un peu plus loin que le foot à travers les pratiques d'autres sports collectifs que sont le rugby, enfin que peuvent être le rugby, le hand, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal bah tiens, un truc tout bête, Alain Mboma et Karim Chebi, qui étaient au BBSF, étaient fans de foot américain. Et ils me disaient que c'était le sport le plus stratégique, le plus tactique. J'ai dit, mais attendez, moi je connais pas le football américain, mais le Super Bowl, tout ça, là, vous êtes très stratégique. Il me dit, mais t'es ouf, toi. Il y a je sais pas combien de combinaisons, les mecs ils se regardent, ils se lèvent la main, ils se font des trucs, ça veut dire que c'est telle stratégie, etc. Je dis, ah putain, faudrait que je m'y mette, alors je regarde. Donc, depuis, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est important aussi de s'intéresser à d'autres. Là,
pour le coup, je te dis ça, mais j'ai beaucoup de mal à le faire. Bah après, tu sais à qui tu fais affaire quand tu dis ça, et Mm. tu connais ma sensibilité par Je suis rapport presque convaincu. au multi, enfin comment dire, déjà au transfert de Mm. connaissances entre les disciplines, mais surtout la pluridisciplinarité. Tout à Ça, c'est fait. quelque chose qui j'ai eu du mal à le placer. Ça fait 2-3 minutes que je réfléchissais. Je dis comment je vais arriver à le placer. Mais attends, c'est pas à toi que non plus que je vais apprendre que c'est un, un grand comment dire, un grand chercheur portugais qui a notamment formé quasiment les meilleurs universitaires Mm. portugais ces dernières années. Donc là, le nom me revient pas, mais peut-être que Manuel tu as. Sergio, Ah, c'est pas à lui que je faisais référence. celui qui Euh, s'intéresse au football, non, moi je côté fais football, référence non. au chercheur portugais qui commence par Frad, un F. Euh, Frad, je pense que Victor Frad. c'est. Ouais, voilà, exact. Et qui lui disait ceux qui ne s'intéressent qu'au football bah, Ne comprend rien au ne football. comprennent rien au football. Et C'est pas lui, c'est Manuel Sergio qui l'a dit. Ah bah ok, bah, je suis content que tu C'est me le prof. reprennes et comme ça c'est toi qui es mis en lumière. Parfait. Bah, Non mais c'est ce que ce monsieur a dit à pas Figo, merde, à Mourinho quand il est venu le voir en lui ouais, disant je vais apprendre le foot. Il me dit bah si tu veux déjà apprendre le foot, commence par les en sciences gros humaines. Ouais. voir autre chose quoi. Parce que si tu Mm. t'intéresses qu'au football, tu comprendras jamais le football. Donc, j'en Et étais du un coup, petit ouais, peu c'est ce qu'il a fait. convaincu, mais c'est vrai que Mm, et je me dis ouais, je reconnais tellement peu encore, mais bon bref. Oh, ça reste Euh, un humain le footballeur. Hein. Donc bon, il faut ça quand même reste s'intéresser à ce qu'il y a derrière. ça reste un C'est mieux. humain, ouais, ça reste un humain, mais qui parfois à un certain niveau a beaucoup d'argent, mais bon, je suis pas encore à. C'est pas Ah oui, demain que je vais entraîner des joueurs qui gagneront plus que moi ou qui gagneront beaucoup d'argent. Donc, je te le souhaite. ouais, on nous le souhaite aussi. Ça Ouais. voudrait dire que tu seras arrivé. Ça voudrait dire que tu seras arrivé à un niveau, un haut niveau. Bah c'est ça, parce que ça veut pas absolument pas dire que je gagne beaucoup d'argent. Ça veut surtout dire que les joueurs que j'entraîne pour Mm, l'instant n'en gagnent pas vraiment. complètement. Bref, du coup, j'en arrive enfin à la dernière question. La dernière question, Mick, c'est et je crois que je t'ai jamais posé cette question. Et du coup, elle est d'autant plus intéressante. Voilà. Et je serais curieux de savoir ce que tu vas dire d'ailleurs. C'est est-ce que dans ton parcours, il y a eu des mentors? En fait, en te posant la question, j'essaie de réfléchir, mais je Non, non, tu n'arrive m'as jamais pas. demandé, non. Non, mais j'essaie de, pour avoir été quelqu'un qui a quand même été, on a marché Ouais. pendant longtemps sur le même chemin. J'essaie de savoir qui aurait pu avoir une influence. En gros, sur ton chemin, sur le chemin d'éducateur, d'entraîneur, de vie, est-ce qu'il y a eu des mentors? Et si oui, et si tu acceptes de partager à ce niveau-là, euh, quels impacts ils ont pu avoir sur toi? Alors, mentor, je suis pas certain que ce soit le terme que j'emploierais, parce que pour moi, mentor, ça veut dire il y a du mentorat, quoi. Il y a du tutorat, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'accompagne. Déjà, il y a une première référence, c'est William Madjou. Je te l'avais cité plus tôt sur le podcast. C'est vrai Exact. que je me suis aperçu qu'après avoir côtoyé d'autres éducateurs, et je me rappelle justement de faire ce petit retour, cette petite introspection, c'est qu'après je me suis rendu compte de la qualité de l'éducateur. Parce que quand tu Tu ne t'en rends pas compte. côtoies d'autres éducateurs qui sont moins bons, c'est vrai que tu t'en rends compte que quand tu les as côtoyés. Donc, du coup, c'est vrai que je me rendais pas compte de la qualité de l'éducateur qu'est d'ailleurs toujours. Enfin, il est plus éducateur, il est directeur technique, mais, euh, mais c'est lui qui vraiment m'a lancé la fibre. Moi, je te l'ai dit, hein, j'étais subjugué par sa capacité qu'il avait à tirer le meilleur de nous. Donc déjà, ça, c'était du moins de moi et puis des autres joueurs. Donc ça, déjà, c'est une première référence. J'ai le souvenir d'avoir partagé une séance avec Cédric Catenois. Je devais avoir 13-14 ans et j'avais l'impression que j'étais dans un club pro. Donc ça m'avait frappé aussi dans sa façon d'amener les choses, dans sa péda, dans sa façon de communiquer. Donc ça m'avait frappé aussi. Je pense que je pourrais citer comme référence. Après, ouais, je te dirais si on parle de mentorat pour le coup, enfin de mentor, pardon, je te citerai Stéphane Zaidi qu'on a croisé sur notre chemin il y a 5-6 ans déjà.
et qui, nous, en tout cas moi, personnellement, m'a beaucoup apporté dans l'aspect footballistique, avec lequel je continue d'ailleurs à échanger. Donc pour le coup, c'est fort instructif. Perpétuelle remise en question, réflexion quant au jeu. Ça pour le coup, c'est quelqu'un qui m'a pas mal, d'ailleurs qui m'apporte encore, hein, avec qui je suis toujours en contact. Évidemment Alain Boma, je pense que ça pour le coup c'est indéniable. Mentor, bon oui, je pense plutôt comme modèle je dirais, mais modèle, tu sais le modèle que tu crois, le modèle que tu côtoies, qui tu as croisé la route, quoi, pas le modèle type Mourinho qu'on n'a jamais vu. Tu vois. Donc je dirais plutôt de ce type-là. Après, sans être forcément une référence, un mentor, il y a quand même quelques éducateurs avec lesquels je partage une certaine sensibilité, dont toi tu fais partie, pardon, avec lequel voilà j'échange et avec lequel en permanence j'apprends, j'échange, tu vois. On finit par apprendre. Parce que mine de rien, t'as quand même pas mal voyagé déjà, donc du coup. Ouais, je citerais plutôt, tu vois, des éducs voilà, avec lesquels j'ai été amené à échanger pour justement m'améliorer, je dirais, voilà, me remettre en question et puis progresser. Là, comme ça, je vois que ces gens-là. Ouais, je vois que ces gens-là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, je pense que c'est déjà pas. Après, voilà, on n'a pas évolué encore dans des clubs d'un point de vue structurel et d'un point de vue référence, je dirais. On n'a pas encore évolué dans des clubs qui, dans chaque catégorie, je dirais, on possède un éducateur chevronné, tu sais, ce crack entre guillemets avec lequel on pourrait échanger, mais je te dirais voilà que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal sur ces gens-là. Je te remercie, Mick. C'est moi. Voilà, le podcast est terminé. Merci à toi. Vive le football, c'est important, ça, vive le football. Non, faut pas oublier que le football, c'est pas facile. Ah non, ça c'est sûr. Faut pas oublier que c'est pas facile. Je te l'accorde. Putain. Je t'ai pas lâché hein, depuis longtemps, là, depuis le mois d'octobre 2019, je t'ai pas lâché. J'ai insisté. Ce qui est cool, c'est que je vis tellement de podcasts que parfois je me souviens plus trop ce que j'ai dit, demandé, écouté et tout ça. Donc le luxe que j'ai, c'est que je vais pouvoir le réécouter maintenant. Ça c'est appréciable. Même si je sais qu'on va se revoir au téléphone, on s'est déjà eu et puis on se rappellera dans pas longtemps et puis on continuera d'apprendre. Enfin, je continuerai d'apprendre de ton parcours. Pareil avec toujours autant d'intérêt, comme quoi bah ça fait déjà le podcast il est long là. C'est ça et bah merci d'avoir accepté et moi j'en suis convaincu que je suis pas le seul qui va en profiter, aussi long soit-il, et que ça va probablement apporter peut-être une ou deux astuces ou peut-être quelques conseils sur le parcours, j'en suis intimement convaincu. Bon, c'est pas le but premier, mais si effectivement ça peut servir à d'autres, que ça se fasse, hein, tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. C'est ça. Et comme tu le dis, le but premier, c'est surtout à moi. C'est surtout, comme ça, j'ai pu poser des questions sur un peu les expériences que tu vis et que tu as vécues. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de mon invitation et à partager, même si je sais que ça fait partie de tes valeurs. Valeurs. Toujours un plaisir, effectivement. Ça c'est une chose dont on partage, et pas tout le temps d'accord, mais ça pour le coup, ça fait partie de notre parcours et ça c'est agréable. Et puis non, bah
Moi, ce que je peux te souhaiter, évidemment, c'est de continuer, de souhaiter bonne route, bonne fin de saison. Je sais que ça va pas être évident. Je sais, elle ira C'est probablement l'adieu. pas à son terme, Ouais. parce que ça restait quand même une excellente aventure. Ça, j'en suis Ouais. convaincu. Et puis, en attendant, surtout, bon courage pour la suite de cette aventure en confinement. Qui n'est pas prête de se terminer. Je pense qu'on en a encore pour un mois. Ouais. Mais on va faire avec. Non, c'est ça. Ça permet de s'instruire, de lire, de continuer à avancer sur un bon nombre de réflexions et de sujets, donc c'est pas plus mal. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que d'une, là j'ai 3 heures de podcast, donc on va faire un montage parce que ça fait un peu long. Mais, mais ce qui est bien, c'est que prochainement, du coup, comme tu as du temps, je vais pouvoir te rappeler pour aborder cette notion de 2 attaquants. Mais là, il n'y a que moi qui sera au courant. Parce que ça m'intéresse. Mais parce que... ouais. Non, mais tu sais, j'avais tellement encore de questions. À chaque fois, je peux arrêter, je peux poser. Mais voilà, merci beaucoup, Mick. Parce qu'il faut faire une fin. Ouais. Et puis, non, je te laisse le mot de la fin. Si t'as quelque chose que j'oublie ou que t'as peut-être oublié de dire quelque chose ou pas, non, je sais pas. Bon, j'ai tellement oublié de choses que si tu me laisses la parole à nouveau, je crois que je suis parti pour 1 heure. Ouais. Non, mais je pense que là, t'as très bien conclu l'échange. Moi, je suis toujours admiratif, toujours positif à l'idée d'échanger, que ce soit avec toi ou avec d'autres sur le foot. Donc, d'ailleurs, si on m'arrête pas, moi je continue à parler. Donc, je préfère laisser la parole aux autres pour justement conclure. Donc, t'as très bien conclu. Et puis tu te débrouilleras pour monter, pour couper, tu feras ce que tu veux. C'est ton problème, c'est pas le mien. non, mais c'est un très grand plaisir, en tout cas. Ok, merci Mick. À bientôt, monsieur. C'est officiellement la fin de l'épisode. Vous l'aurez compris, ça aurait été un véritable plaisir pour moi de pouvoir échanger avec un ami de longue date avec qui je partage une passion commune pour le football. D'ailleurs, si vous avez des questions pour Mickaël, sachez qu'il y a ses coordonnées en description de l'épisode. Si vous avez des questions concernant le podcast, son contenu, son contenant ou même ses intervenants, n'hésitez surtout pas. footballagogie@gmail.com. Je suis déjà sur le montage du prochain épisode et cette fois-ci nous nous envolerons de l'Afrique, plus particulièrement de Côte d'Ivoire, avant de nous emmener en Amérique du Nord une nouvelle fois. Mais tout le plaisir est pour moi de continuer à utiliser le football en se rendant compte que le football est surtout un moyen de rencontrer des gens, mais surtout également pour moi de voyager. En attendant, comme vous le savez, n'hésitez surtout pas à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.